L'ordinateur. C'est un objet tellement présent dans nos vies, n'est-ce pas? On l'utilise tous les jours, on pense tout savoir sur lui, mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment demandé d'où il vient? Je veux dire, vraiment? Aujourd'hui, on va partir ensemble sur les traces de son voyage secret, un voyage qui s'étend sur toute la planète. Que ce soit pour le travail, pour apprendre ou juste pour rester en contact, c'est clair, il est devenu comme une extension de nous-mêmes. Mais voilà, cette proximité, cette familiarité, elle masque une histoire incroyablement complexe. Alors, c'est justement cette question qui va être notre fil rouge. D'où vient-il? Quel chemin a-t-il parcouru pour arriver jusqu'ici? Et attention, on ne parle pas juste du magasin au bureau, non, non, c'est une véritable odyssée mondiale qui nous attend. Une aventure qui ne commence pas dans une usine, mais bien plus loin, au plus profond de la Terre. Voilà, notre première étape, forger de la terre. Parce que oui, tout, absolument tout, commence là, dans les mines. C'est là qu'on va chercher les métaux qui vont former, en quelque sorte, le corps et les nerfs de la machine. Et même en parlant juste des métaux les plus communs, on se met déjà à voyager. Prenez le cuivre par exemple, qui est essentiel pour la conductivité, eh bien, direction le Chili. Pour l'aluminium, on part majoritairement en Chine. Et puis pour l'or et le plomb, hop, on file en Australie. Rien qu'avec ça, on commence déjà à dessiner une sacrée carte du monde. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est quand on regarde les ingrédients un peu secrets, la fameuse poudre de perlimpinpin de la tech. Les terres rares. On parle de noms un peu étranges comme le néodyme, sans lequel par exemple les aimants du disque dur seraient inutiles, ou encore le tantal qui est juste indispensable pour les condensateurs. En fait, ce sont ces éléments-là qui rendent possible toutes les prouesses technologiques de nos machines. Le problème, c'est que cette dépendance, elle crée des situations géopolitiques extrêmes. Regardez le ruthénium qu'on trouve dans les disques durs. C'est simple, 90% de tout le stock mondial vient d'un seul et unique pays, l'Afrique du Sud. C'est énorme. On imagine à quel point toute l'industrie est vulnérable. Si demain, pour une raison ou une autre, cet approvisionnement s'arrête, c'est toute la chaîne qui est menacée. Et bien sûr, ce grand voyage a un coût qu'on ne voit pas. Pour aller chercher ces matériaux, c'est une véritable bataille contre la nature. Ça demande des quantités astronomiques d'eau, d'énergie, et ça laisse souvent des cicatrices profondes sur les paysages, sans parler de l'impact sur les communautés qui vivent là. Bon, une fois qu'on a tous nos matériaux bruts, on peut passer à l'étape suivante. Et là, on s'attaque au cœur battant de la machine, à son cerveau, la fameuse puce de silicium. Et là, le processus de fabrication, c'est presque de la magie, de l'alchimie moderne. Imaginez, on part d'une roche toute simple, le quartzite. En gros, c'est du sable. Et après toute une série d'étapes hyper complexes, on arrive à obtenir l'un des matériaux les plus purs que l'humanité ait jamais réussi à créer. Une pureté de 99,99999%. C'est juste dingue. C'est justement cette pureté incroyable qui a permis de tout rendre de plus en plus petit. C'est ce qui a donné naissance à un phénomène que l'on connaît bien, la loi de Moore. En gros, l'idée que tous les 2 ans, on arrive à doubler le nombre de transistors sur une puce. Et pendant des décennies, cette loi a été le moteur d'une course folle à l'innovation, pour des appareils toujours plus petits et toujours plus puissants. Sauf qu'aujourd'hui, on commence à se heurter à un mur bien réel, celui des lois de la physique. Les composants sont devenus si petits qu'ils approchent de la taille d'un atome. Alors la grande question c'est, est-ce qu'on peut continuer comme ça indéfiniment? C'est le grand défi, le casse-tête de toute l'industrie tech en ce moment. Et on retrouve exactement le même schéma que pour les matières premières. La production des puces les plus performantes est, elle aussi, dangereusement concentrée. Tenez-vous bien, plus de 90% des puces les plus avancées au monde sont fabriquées au même endroit, à Taïwan. Ça en fait un point de fragilité absolument énorme pour toute l'économie mondiale. Ok, donc on a nos matériaux, on a le cerveau de la machine, il est temps de tout mettre ensemble. Et c'est là que le grand ballet mondial entre vraiment en scène. Imaginez un peu le voyage d'un seul petit composant. C'est vertigineux. Tout commence avec une idée, un design, souvent en Californie. Le cuivre qu'il contient a été extrait au Chili. Sa puce a été fabriquée à Taïwan. Et puis, toutes ces pièces, avec des centaines d'autres venant des 4 coins du monde, convergent vers un seul et même point sur la carte. Très souvent, ce point, c'est la ville de Shenzhen, en Chine. L'image des pistes de fourmis est parfaite pour décrire ça. Des milliers de chemins qui s'entrecroisent, qui viennent de partout, mais qui mènent tous au même endroit, à la même fourmilière, pour l'assemblage final. C'est un ballet logistique, d'une complexité folle. Et pourtant, tout est synchronisé à la perfection. Évidemment, tout ce balai, tous ces transports, ça a un coût. Et pas seulement financier. L'impact environnemental est énorme. Rien que pour produire un seul ordinateur portable, on émet en moyenne 330 kg de CO2. Pour se donner une idée, c'est l'équivalent d'un vol aller-retour entre Paris et Marseille. Et tout ça, c'est avant même d'avoir appuyé sur le bouton « On » pour la première fois.
Et là, attention, il y a un chiffre qui est vraiment contre-intuitif. On a tendance à penser que c'est l'électricité qu'on consomme en l'utilisant qui pollue le plus. Eh bien, pas du tout. Regardez. Les 3/4, 75% de l'empreinte carbone totale d'un ordinateur viennent de sa fabrication et de son transport. Le plus gros de l'impact a lieu bien avant qu'il n'arrive entre nos mains. Mais l'histoire n'est pas finie. Le voyage ne s'arrête pas quand l'ordinateur arrive sur le bureau. Il reste un dernier chapitre, le dernier acte de son histoire, sa vie, souvent courte, et sa très très longue vie après la mort en tant que déchet électronique. Il faut voir qu'il y a eu un vrai changement de mentalité. Il y a 50 ans, on fabriquait des choses pour qu'elles durent, pour qu'on puisse les réparer. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Beaucoup d'appareils sont conçus pour être remplacés. C'est le principe de l'obsolescence programmée. En gros, la panne n'est plus un accident, elle fait partie du business model. Et la conséquence de tout ça, elle est simple et elle est massive. Une montagne de déchets qui grandit chaque année. Le chiffre est ahurissant, 50 millions de tonnes. Chaque année, l'humanité produit 50 millions de tonnes de déchets électroniques. Pour visualiser, c'est comme si on jetait l'équivalent de presque 5000 tours Eiffel à la poubelle, tous les ans. Et ce qui est peut-être le plus grave, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. On est complètement dépassé. Seulement 1/5, 20% de ces déchets est officiellement recyclé. Et les 80% restants, eh bien, ils finissent dans la nature, dans des décharges à ciel ouvert, souvent dans les pays pauvres, où ils empoisonnent la terre et l'eau pour des décennies. Heureusement, tout n'est pas noir. Des solutions, des pistes d'espoir commencent à émerger. On entend de plus en plus parler d'économie circulaire, cette idée où les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Il y a aussi des mouvements citoyens qui se battent pour un véritable droit à la réparation. Et les gouvernements commencent doucement à mettre en place des règles plus strictes. Donc, des choses bougent. Au final, ce voyage au cœur de notre ordinateur nous a montré un système mondial d'une complexité folle. Un système avec des coûts humains et environnementaux bien réels, bien que souvent cachés. Alors, maintenant qu'on connaît toute l'histoire, la question finale se pose à chacun d'entre nous. Demain, face à notre technologie, quel sera notre choix? Réparer? Recycler? Ou remplacer? Parce que c'est la somme de toutes nos réponses qui dessinera le monde de demain.